Duo de livres. Sur canapé. John Stuart Mill est un théoricien anglais. Il est né en 1806 et mort en 1873. Avec Ricardo Smith, il est un des grands économistes dits classiques, ces économistes qui ont été un point d'appui pour Marx. Et il est aussi connu en tant que disciple du philosophe Jeremy Bentham. Bentham, c'était le fondateur, le père de l'utilitarisme. Et c'est dans le cadre de ses écrits de philosophie morale donc qu'il a publié ce livre qui s'appelle La Nature. Le texte La Nature a été rédigé par Mill entre 1854 et 1858, mais il est paru à titre posthume en 1873. L'essai sur la nature fait partie d'un recueil de 3 essais qui s'appelle Sweet Essays on Religion. Le contexte des années de rédaction, on est sous le Second Empire, les années 1850 en France, avec Napoléon III. Quelques éléments culturels pour se repérer. En 1856, c'est la mort du compositeur Schumann, quelques années après celle de Chopin, Strauss, Mendelssohn. En littérature, 1854, ça c'est intéressant par rapport au livre, c'est la parution du Walden de Thoreau. 1855, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. 1856, Madame Bovary de Flaubert. Cette édition, c'est l'édition qui est parue aux éditions de la Découverte en 2003. On a d'abord une préface intéressante qui relie les problématiques du texte à des problématiques contemporaines, notamment autour de l'écologie. Il y a tout un appareil critique et en fait, sur les 155 pages du livre, il n'y a que 50 pages qui sont constituées du texte de Mill lui-même. Le but du texte de Mill, c'est en philosophie morale de démonter l'argument qu'on appelle aujourd'hui l'appel à la nature, c'est-à-dire l'argument qui consiste à dire que quelque chose est bien ou bon parce que quelque chose est entre guillemets naturel. Alors il réfléchit d'abord aux différents sens du mot nature, les différentes significations que ça peut avoir, que signifie une loi de la nature, qu'est-ce que ça signifie suivre la nature, et il fait forcément le lien entre l'idée de commandement naturel ou de loi de la nature et l'idée de commandement divin. Et voici donc ce qu'il dit dans le paragraphe « Critique de la nature et irréligiosité ». La conscience que tout ce que le genre humain fait pour améliorer sa condition consiste dans une large mesure à critiquer la nature et à contrarier son ordre spontané, a de tout temps conduit à jeter au premier abord une suspicion d'irréligiosité sur les tentatives nouvelles et inédites d'amélioration du sort humain, comme si elles étaient toujours peu flatteuses et très probablement offensantes envers les êtres puissants, ou lorsque le polythéisme eut laissé la place au monothéisme envers l'être tout-puissant, supposé gouverner les divers phénomènes de l'univers et dont la marche du monde était censée exprimer la volonté. Toute tentative de façonner les phénomènes naturels à l'avantage des hommes pouvait facilement apparaître comme une ingérence dans le domaine soumis au gouvernement de ces êtres supérieurs. Bien qu'il eût été impossible de maintenir la vie et plus encore de la rendre agréable, sans recourir perpétuellement à de telles ingérences, il ne fait pas de doute que chaque nouvelle intervention humaine était entreprise en tremblant de peur, jusqu'à ce que l'expérience ait enseigné que l'on pouvait s'aventurer sur ce terrain sans encourir la vengeance des dieux. Dans leur sagacité, les prêtres trouvèrent un moyen de concilier l'impunité de violations particulières avec le maintien de la crainte générale suscitée par l'empiètement sur l'administration divine. Ils y parvinrent en présentant chacune des principales interventions humaines comme le don et la faveur d'un dieu. Les anciennes religions offraient aussi à l'homme bien des moyens de consulter les dieux et d'obtenir leur permission expresse pour faire ce qui sans cela eût semblé une atteinte à leurs prérogatives. Lorsque les oracles cessèrent, toutes les religions révélées trouvèrent des expédients pour parvenir au même but. La religion catholique pouvait se tourner vers une église infaillible ayant autorité pour dire, parmi les façons d'exercer l'initiative humaine, celle qui était permise et celle qui était prohibée. À défaut, on pouvait toujours tirer argument de la Bible pour savoir si telle pratique particulière avait été approuvée de façon explicite ou implicite. L'idée que ce droit de maîtriser la nature était concédé à l'homme par une indulgence spéciale, et uniquement dans la mesure où ses besoins l'exigeaient, continua d'avoir cours. Il demeura toujours un penchant, bien qu'il l'allât en s'affaiblissant,
à considérer tout effort pour dominer la nature, poussé au-delà des limites et des domaines admis, comme une tentative impie d'usurpation du pouvoir divin et comme une audace dépassant ce qui était permis à l'homme. Il est assez facile de faire le lien entre ce texte de Mill, donc des années 1850, qui critique la manière un peu religieuse de faire appel à la nature, en fait c'est un substitut de Dieu. On peut faire le lien entre ça et ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup du côté de l'écologie politique, qui me dit attention, l'homme se prend pour un dieu, essaie de franchir des barrières qu'il ne devrait pas franchir, etc. On peut penser encore à la déclaration récente de Nicolas Hulot, qui n'a rien trouvé de mieux à dire à propos de l'épidémie de coronavirus, que c'était une sorte d'ultimatum de la nature. On peut penser aussi à une figure comme Pierre Rabhi, par exemple, qui passe son temps à nous expliquer que la nature est bonne, et que donc tout ce qui est naturel, entre guillemets, est bon. Et Mill avait déjà répondu, il y a bien longtemps, à Pierre Rabhi, dans une partie du texte qui s'appelle « Le caractère amoral de la nature ». Voici un extrait. En fait, ce qui saute aux yeux, c'est que la nature accomplit chaque jour presque tous les actes pour lesquels les hommes sont emprisonnés ou pendus lorsqu'ils les commettent envers leurs congénères. Selon les lois humaines, le plus grand crime est de tuer. Or, la nature tue une fois chaque être vivant, souvent après des tortures prolongées, pareilles à celles qu'infligent délibérément à leurs semblables les pires monstres dont l'histoire nous rapporte les méfaits. Si, par une restriction arbitraire du sens du mot, nous appelons meurtre ce qui abrège la durée que l'on suppose impartie à la vie humaine, alors la nature fait exactement cela à la plupart des vies, et elle recourt pour ce faire à toutes les méthodes, violentes ou insidieuses, qu'emploient les plus mauvais des humains pour ôter la vie à leurs semblables. La nature empale les hommes, les brise comme sur une roue, les livre en pâture aux bêtes féroces, les brûle vifs, les lapide comme le premier martyr chrétien. Elle les fait mourir de faim, gelés de froid, les empoisonne avec le venin rapide ou lent de ses exhalaisons, elle tient en réserve des centaines d'autres morts hideuses que l'ingénieuse cruauté d'un Abysse ou d'un Domitien n'a jamais surpassées. Tout cela, la nature le fait avec la plus dédaigneuse indifférence pour la pitié comme pour la justice, décochant aussi bien ses flèches sur les meilleurs et les plus généreux que sur les plus vils et les plus méchants, touchant ceux qui sont engagés dans les entreprises les plus hautes et les plus estimables, souvent en conséquence directe de leurs plus nobles actions, à tel point qu'on pourrait presque imaginer qu'elle les punit pour cela. Elle fauche ceux dont dépend le bien-être de tout un peuple, voire les espérances de l'humanité pour les générations à venir, avec aussi peu de remords que lorsqu'elle élimine ceux pour qui la mort est un soulagement pour eux-mêmes ou une bénédiction pour les personnes soumises à leur influence nocive. Ainsi se comporte la nature envers la vie. Même lorsqu'elle ne cherche pas à tuer, c'est de gaieté de cœur qu'elle semble infliger les mêmes tortures. Les dispositions malhabiles qu'elle a prises pour assurer le renouvellement perpétuel de la vie animale, rendues nécessaires par la prompte fin qu'elle impose à chacun de ses représentants individuels, font qu'aucun être humain ne voit jamais le jour sans qu'un autre soit littéralement mis au supplice pendant des heures ou des jours, avec souvent pour aboutissement la mort. Priver quelqu'un de ses moyens d'existence est un acte aussi coupable que celui de lui ôter la vie, il lui équivalent d'après un auteur faisant autorité. Or, la nature le fait aussi à très grande échelle et avec l'indifférence la plus endurcie. Un seul ouragan détruit les espoirs d'une saison. Un vol de sauterelles ou une inondation ravage une contrée. Une mutation chimique minime subie par une racine alimentaire affame 1 million de personnes. Les vagues de la mer, tels des brigands, s'emparent de la fortune des riches ou du peu que possèdent les pauvres, dépouillant, blessant et tuant leurs victimes exactement comme le font les bandits. Bref, tous les crimes que les pires des hommes commettent contre la vie ou la propriété sont perpétrés à plus grande échelle encore par les agents naturels. La nature provoque des noyades plus fatales que celles de Carrier. Ses coups de grisou sont aussi destructeurs que l'artillerie humaine. Sa peste et son choléra surpassent de beaucoup les coups de poison des Borgia. Même l'amour de l'ordre, qui est considéré comme une des manières de suivre les voies de la nature, est en fait en contradiction avec elle. Tout ce que les gens ont l'habitude de réprouver comme relevant du désordre et de ses conséquences est précisément un résultat des voies de la nature. En matière d'injustice, de ruine et de mort, un ouragan et une épidémie l'emportent de beaucoup sur l'anarchie et le règne de la terreur. Ça, c'est encore un passage qui résonne de manière intéressante à l'heure où tout le monde passe son temps à avoir très peur de tous les produits chimiques, les pesticides qu'on ingère dans notre alimentation ou je ne sais quoi, et où on se rend compte en fait que c'est un bon vieux virus qui a naturellement muté qui est le principal problème que l'humanité affronte ces jours-ci.
Et donc, à la fin de son parcours et de ses réflexions, voici le résumé que Mill propose pour conclure son ouvrage, et je vais finir avec ce passage. Il est utile de résumer en quelques mots les principales conclusions de cet essai. Le mot nature a deux sens principaux. Il désigne soit le système entier des choses, avec l'ensemble de leurs propriétés, soit les choses telles qu'elles seraient en l'absence d'intervention humaine. Dans le premier sens, la doctrine selon laquelle l'homme doit suivre la nature est absurde, car l'homme ne peut rien faire d'autre que suivre la nature, puisque toutes ses actions reposent sur une ou plusieurs des lois physiques ou mentales de la nature et obéissent à ces lois. Dans le second sens du mot, la doctrine selon laquelle l'homme doit suivre la nature, ou en d'autres termes devrait prendre le cours spontané des choses pour modèle de ses actions volontaires, est à la fois irrationnelle et immorale. Irrationnelle parce que toute action humaine consiste à altérer le cours spontané de la nature et toute action utile à l'améliorer. Immorale parce que le cours des phénomènes naturels étant rempli de tous les événements qui, lorsqu'ils résultent de l'action humaine, méritent le plus d'inspirer la répulsion, quiconque s'efforcerait par ses actes d'imiter un tel cours naturel serait universellement considéré comme le plus méchant des hommes. Le plan de la nature, considéré dans son ensemble, ne peut avoir eu pour seul, ni même pour principal objet, le bien des humains ou des autres êtres sensibles. Le bien qu'il leur procure résulte principalement de leurs propres efforts. Tout ce qui dans la nature indique une intention tournée vers le bien prouve que cette bonté n'est armée que d'un pouvoir limité. Le devoir de l'homme est de coopérer avec les pouvoirs bienfaisants, non pas en imitant le cours de la nature, mais en s'efforçant sans cesse de le corriger et de rendre cette part de la nature sur laquelle il peut exercer un contrôle plus conforme à une norme élevée de justice et de bonté. Élisée Reclus était géographe et militant anarchiste français. Il est né en 1830, il est mort en 1905. Dans le monde des géographes, il est surtout célèbre pour les 19 volumes de sa Géographie universelle. Je crois que c'est une des premières, voire la première. Et en bon géographe, il avait énormément voyagé et publié des récits de voyage. Et ce sont sans doute peut-être ses sentiments lors de ces voyages qui lui ont inspiré ce texte du sentiment de la nature dans les sociétés modernes. Ce texte est paru en 1866, qui est aussi l'année où Jean-Baptiste Clément a écrit la chanson Le Temps des cerises. C'est l'année où Courbet peint l'origine du monde, où Livingstone part pour Zanzibar à la recherche des sources du Nil, et où Marx finit le tome 1 du Capital, qu'il fera paraître l'année suivante. C'est surtout en 1866, en rapport avec le sujet qui nous intéresse ici, l'année où Haeckel, le biologiste allemand, forge le mot écologie dans son livre La morphologie générale des organismes. En 1866, le texte était paru dans la Revue des Deux Mondes, et dans cette version, il est publié aux éditions Bartilla en 2019, avec une préface d'Annie Lebrun. C'est pas à proprement parler un texte scientifique, c'est très largement un texte très littéraire, dans lequel Reclus s'intéresse aux sentiments que les hommes ont de la nature dans les sociétés modernes, c'est-à-dire à son époque en 1866, mais aussi dans lequel il donne beaucoup son sentiment sur ses sentiments à propos de la nature. Par exemple, dans cet extrait intéressant du début, où il raconte un peu ce qui lui vient en tête lorsqu'il se promène dans ce qui semble être son paysage préféré, qui est les paysages de haute montagne. D'où vient cette joie profonde qu'on éprouve à gravir les hauts sommets ? D'abord, c'est une grande volupté physique de respirer un air frais et vif qui n'est point vicié par les impures émanations des plaines. L'on se sent comme renouvelé en goûtant cette atmosphère de vie. À mesure qu'on s'élève, l'air devient plus léger. On aspire à plus longs traits pour s'emplir les poumons, la poitrine se gonfle, les muscles se tendent, la gaieté entre dans l'âme. Et puis on est devenu maître de soi-même et responsable de sa propre vie. Le piéton qui gravit une montagne n'est pas livré aux caprices des éléments comme le navigateur aventuré sur les mers. Il est bien moins encore comme le voyageur transporté par chemin de fer, un simple colis humain tarifé, étiqueté, contrôlé, puis expédié à heure fixe sous la surveillance d'employés en uniforme. En touchant le sol, il a repris l'usage de ses membres et de sa liberté.
Son œil lui sert à éviter les pierres du sentier, à mesurer la profondeur des précipices, à découvrir les saillies et les anfractuosités qui faciliteront l'escalade des parois. La force et l'élasticité des muscles permettent de franchir les abîmes, de se retenir sur les pentes rapides, de se hisser de degré en degré dans les couloirs. En mille occasions, durant l'ascension d'une montagne escarpée, on comprend qu'il y aurait à courir un vrai danger si l'on venait à perdre l'équilibre ou si le regard était tout à coup voilé par un vertige ou si les membres refusaient leur service. C'est précisément cette conscience du péril, jointe au bonheur de se savoir agile et dispos, qui double dans l'esprit du montagnard le sentiment de sécurité. Quant au plaisir intellectuel qu'offre l'ascension, et qui du reste est si intimement lié avec les joies matérielles de l'escalade, il est d'autant plus grand que l'esprit est plus ouvert et qu'on a mieux étudié les divers phénomènes de la nature. On prend sur le fait le travail d'érosion des eaux et des neiges, on assiste à la marche des glaciers, on voit les roches erratiques cheminer des sommets vers la plaine, on suit du regard les énormes assises horizontales ou redressées, on aperçoit les masses de granit soulevant les couches. Puis, quand on se trouve enfin sur une haute cime, on peut contempler dans son ensemble l'édifice de la montagne avec ses ravins et ses contreforts, ses neiges, ses forêts et ses prairies. Les combes et les vallées que les glaces, les eaux et les intempéries ont sculptées dans l'immense relief se révèlent nettement. On voit l'œuvre accomplie pendant des milliers de siècles par tous ces agents géologiques. En remontant jusqu'à l'origine des montagnes elles-mêmes, on porte un jugement plus assuré sur les diverses hypothèses des savants relatives à la rupture de l'écorce terrestre, au plissement des couches, à l'éruption du granit ou du porphyre. Après avoir évoqué ses propres sentiments en tant que promeneur ou ici en tant qu'escaladeur de montagne, Élisée Reclus s'intéresse aux sentiments que ses contemporains ont de la nature et il balaye les différences, selon lui, selon différents peuples européens, la manière dont chaque peuple s'intéresse pas à la nature. Il commence évidemment par les Anglais, qui sont les premiers à développer ce qu'on appelle le tourisme aujourd'hui, par exemple avec le développement des clubs alpins, largement promus par les Anglais qui sont les premiers à avoir fait la révolution industrielle et à avoir dégagé du temps pour faire du tourisme. Et il balaye ainsi différents peuples européens et il compare par exemple dans l'extrait qui vient la manière dont les Allemands et les Français s'intéressent à la nature. Quelques déviations qu'ils aient subies depuis le commencement de l'ère historique, cet amour a toujours été l'un des traits distinctifs des populations de la Germanie, ainsi que le prouvent les légendes et les chansons recueillies en si grand nombre dans les diverses contrées de l'Allemagne. Les descendants de ces Teutons qui habitaient les forêts profondes n'ont jamais ignoré la beauté de leurs bois de chênes, de hêtres ou de sapins, de leurs fontaines jaillissant discrètement dans l'herbe des prairies ou sous les feuilles mortes, de leurs montagnes arrondies toutes rayées de neige pendant l'hiver. Un des meilleurs témoignages que l'on puisse invoquer pour constater la force du sentiment qui a toujours porté les Allemands vers la nature se trouve dans les noms patronymiques. En France, les appellations ignobles ou du moins vulgaires sont malheureusement très nombreuses. Quant aux noms de famille empruntés à la terre, tels que Dumont, Dubois, Lafont, Duplan, Durieux, ils indiquent simplement le lieu d'habitation ou d'anciens droits de propriété et ne font aucune allusion à la beauté des campagnes. En revanche, des millions d'Allemands ont reçu des noms gracieux ou superbes, témoignant d'un vif sentiment de poésie dans la masse même du peuple. De l'autre côté du Rhin, il est tout simple de s'appeler Branche de Rosier, Ruisseau des Frênes, Plage Fleurie, Champ des Oiseaux, Roche de Lumière. Il faut le dire, les Français, pris en masse, ne comprennent pas toujours aussi bien que leurs voisins du Nord et de l'Orient les splendeurs de la grande nature. Plus sociables que les Allemands et les Anglais, ils ne supportent plus difficilement la solitude ou même l'interruption temporaire de leurs relations habituelles. Ils ont besoin, dans le travail et dans les plaisirs, de la routine de chaque jour avec les mêmes camarades ou les mêmes amis. Ils redoutent instinctivement la nature sauvage où l'homme ne trouve d'autres compagnons que les arbres, les rochers et les torrents. La nature que le Français comprend le mieux et qu'il aime le plus à regarder, c'est la campagne doucement ondulée dont les cultures diverses alternent avec grâce jusqu'à l'horizon lointain des plaines. Une rangée de coteaux verdoyants borne le paysage, une petite rivière serpente sous les branches des aunes et des trembles, des bouquets d'arbres se montrent çà et là entre les prairies et les champs de blé, des maisons blanches aux tuiles rouges brillent au milieu de la verdure. La beauté du site paraît complète lorsqu'une ruine revêtue de vignes sauvages, un moulin construit au travers de la rivière sur des arcades inégales, ajoute leur profil pittoresque à l'ensemble du tableau. Partout l'homme qui contemple cette scène voit les marques de l'industrie de ses semblables. La nature façonnée par le travail s'est humanisée pour ainsi dire, et le spectateur aime à s'y retrouver lui-même dans l'œuvre commune. Il y a loin pourtant de ces régions transformées par la culture aux contrées vierges dont la beauté première reste encore immaculée.
Le sentiment qu'a le lecteur en parcourant les lignes d'Élisée Reclus aujourd'hui, c'est un espèce de mélange entre le sentiment d'une grande modernité, quand par exemple il décrit le développement des villes de son époque et qu'en fait il est déjà en train de décrire le processus de périurbanisation très nettement, et d'un autre côté le côté un peu suranné, charme suranné de lignes que je viens de lire où le portrait psychosocial a quand même beaucoup vieilli. Par contre, on pourra trouver moderne, surtout du côté des écologistes, les appels au respect de la nature et à s'émouvoir devant la beauté de la nature que dresse Élisée Reclus à la fin de son livre. En 1866, on est 5 ans avant l'ouverture du premier parc naturel aux États-Unis, Yellowstone, et Reclus est déjà très sensible à la nécessité de protéger la nature et de conserver des paysages immaculés. La question de savoir ce qui dans l'œuvre de l'homme sert à embellir ou bien contribue à dégrader la nature extérieure peut sembler futile à des esprits soi-disant positifs. Elle n'en a pas moins une importance de premier ordre. Les développements de l'humanité se lient de la manière la plus intime avec la nature environnante. Une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit, et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur tout ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s'en repentir. Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Parmi les causes qui dans l'histoire de l'humanité ont déjà fait disparaître tant de civilisations successives, il faudrait compter en première ligne la brutale violence avec laquelle la plupart des nations traitaient la terre nourricière. Ils abattaient les forêts, faisaient tarir les sources et débordaient les fleuves, détérioraient les climats, entouraient les cités de zones marécageuses et pestilentielles. Puis, quand la nature, profanée par eux, leur était devenue hostile, ils la prenaient en haine, et ne pouvant se retremper comme le sauvage dans la vie des forêts, ils se laissaient de plus en plus abrutir par le despotisme des prêtres et des rois. Les grands domaines ont perdu l'Italie, a dit Pline. Mais il faut ajouter que ces grands domaines, cultivés par des mains esclaves, avaient enlaidi le sol comme une lèpre. Les historiens, frappés de l'étonnante décadence de l'Espagne depuis Charles Quint, ont cherché à l'expliquer de diverses manières. D'après les uns, la cause principale de cette ruine de la nation fut la découverte de l'or d'Amérique. Suivant d'autres, ce fut la terreur religieuse organisée par la Sainte Fraternité de l'Inquisition, l'expulsion des Juifs et des morts, les sanglants autodafés des hérétiques. On a également accusé de la chute de l'Espagne l'inique impôt de l'Alcabala et la centralisation despotique à la française. Mais l'espèce de fureur avec laquelle les Espagnols ont abattu les arbres de peur des oiseaux, por medio de los pararitos, n'est-elle donc pour rien dans cette terrible décadence ? La terre jaune, pierreuse et nue, a pris un aspect repoussant et formidable. Le sol s'est appauvri, la population diminuant pendant 2 siècles est retombée partiellement dans la barbarie. Les petits oiseaux se sont vengés. C'est donc avec joie qu'il nous faut saluer maintenant cette passion généreuse qui porte tant d'hommes, et dirons-nous les meilleurs, à parcourir les forêts vierges, les plages marines, les gorges des montagnes, à visiter la nature dans toutes les régions du globe où elle a gardé sa beauté première. On sent que, sous peine d'amoindrissement intellectuel et moral, il faut contrebalancer à tout prix par la vue des grandes scènes de la terre la vulgarité de tant de choses laides et médiocres où les esprits étroits voient le témoignage de la civilisation moderne. Il faut que l'étude directe de la nature et la contemplation de ces phénomènes deviennent pour tout homme complet un des éléments primordiaux de l'éducation. Men.